Bonsoir, je suis très heureuse de vous recevoir tous ce soir pour écouter, rencontrer, prendre la température de ce jardin anglais que nous offre Charles Wright. Bonsoir Charles. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Je suis donc très heureuse de vous recevoir Charles. Vous êtes un auteur qui chez nous est important. Vous accompagnez de nombreux lecteurs. D'ailleurs, vous l'évoquez dans quelques phrases de ce livre. Vous avez fait un peu votre carrière à la Procure avec ce chemin des estives qui vous poursuit encore et qui sera de toute façon un petit peu là en arrière-plan de ce jardin anglais quand même. Vous êtes très attendu, vous êtes une plume extrêmement appréciée. On m'a souvent demandé ces derniers mois, alors, quand est-ce que ça paraît, quand est-ce qu'il écrit, etc. Alors ici, vous nous conviez, c'était un autre chemin que vous nous invitez à prendre. D'abord, c'est le vôtre, encore une fois, c'est celui de l'Angleterre. Très beau récit, à la fois personnel, mais aussi familial. Vous nous immergez dans cette histoire familiale très très riche, des deux côtés du Channel, elle se passe. Et donc, on va essayer de défricher avec vous cette histoire familiale, mais aussi de ce rapport particulier que vous entretenez avec l'Angleterre, grâce à votre père. Voilà, donc on va commencer. D'abord, je pense que ça a été un petit peu long, ce travail d'écriture entre la fin du chemin des estives, son succès, la reconnaissance et puis l'écriture de ce livre. Comment pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment se sont passées ces années, ces mois intermédiaires et puis ce projet qui est né au fur et à mesure? Bon, déjà, bravo pour la prononciation de mon nom de famille. Oui, ça marche pas. On n'entend pas. Le succès des Estives a été un peu écrasant, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un livre qui a beaucoup marché, et qui a suscité des fortes attentes. Et donc la question du livre suivant était un peu pénible. Mon éditrice a subi mes inquiétudes et mes angoisses hamlétiennes pendant des années, m'a beaucoup soutenu. Et en fait, j'étais en train de travailler un récit sur Charles de Foucault, et ce jardin anglais s'est imposé à moi pendant l'écriture, à la faveur d'un rêve. Vraiment, il y a un rêve qui s'est imposé à moi. Je le portais depuis des années. C'est, je pense, qu'un livre qui vient de l'enfance. Depuis l'enfance, j'avais envie d'aller enquêter sur le pays du mystère paternel et de l'énigme qu'était mon père. Et voilà, la chose s'est imposée, c'était le bon moment, et on est parti avec mon père il y a 2 ans, et avec la tante Harriet, parce que 2 hommes entre eux, un père et un fils très taiseux, ça n'aurait pas donné grand-chose. Donc on a mis la tante Harriet dans l'aventure qui a dégelé un peu la parole et qui a permis de... Qui a été vraiment une compagne de tous les instants. Exactement. Et qui en même temps est intéressante parce que c'est une parfaite incarnation de l'Englishness. Mm-hmm. Donc en même temps qu'elle nous introduisait aux mœurs de la famille anglaise, elle m'initiait à ce pays curieux et cette tribu étrange qui est l'Angleterre. Alors je vais reprendre une petite réflexion que j'ai entendue tout à l'heure de la part d'une personne qui est ici et qui demandait « Mais est-ce que tout est vrai dans ce livre ?» Alors est-ce que tout est vrai avant qu'on aborde ce livre justement ? Est-ce que tout est vrai ? Il faudrait demander à mon père qui se cache, mais je crois que tout est vrai sauf les prénoms. J'ai changé tous les prénoms sauf celui de mon père. Je pense que même je suis en deçà de la réalité sur certaines choses, notamment sur la consommation d'alcool dans les pubs. Ah oui, vous avez été pourtant... Bon, on y reviendra. Alors, tout part de votre père. Vous dites que ce père est une énigme pour vous. Vous l'avez cru détective, agent secret. Il vous était tellement inconnu que, à la faveur de ce rêve, comme vous le disiez, vous avez eu envie de découvrir le pays de votre père, que vous connaissiez très mal. Ça, j'étais assez surprise. Vous ne connaissiez l'Angleterre qu'à travers 15 jours par an, l'été, où vous alliez voir vos grands-parents. Oui, on a tous envie, je crois, de savoir qui sont nos parents. Et de fait, à 40 ans passés,
assistant de plus en plus d'enterrements aussi, je me suis dit, il faut quand même un peu s'intéresser à cet homme énigmatique qui m'a donné la vie, avant qu'il soit trop tard. C'est pas très joyeux ça, mais je me suis dit, il faut que je dissipe le mystère, que j'essaie de lever le mystère. Et donc, la figure du père, je crois que pour chacun d'entre nous est un aiguillon, qu'on l'admire ou qu'on la mette un peu plus à distance. Et voilà, moi, j'ai eu le sentiment... c'est très gênant parce qu'il est là, mais j'ai eu le sentiment pendant mon adolescence tout au moins de le mettre un peu à distance, et j'ai voulu faire un exercice de gratitude. J'ai voulu faire un livre de repentir, en fait, un livre de piété filiale. Voilà, cet homme que j'avais un peu traité par-dessus la jambe de façon très injuste, j'ai voulu le réhabiliter, m'intéresser à lui, aller sur les lieux de son enfance, aller sur les lieux de notre histoire commune, pour essayer de comprendre qui il était et ce que je lui devais, et voilà. Donc c'est exactement ce que j'avais senti, c'était à la fin, en relisant mes notes tout à l'heure, c'est vraiment un exercice d'admiration en fait, au final. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé, est-ce que c'est dans l'écriture, après le voyage, est-ce que dans l'écriture, il y a une maturation justement pour cette maturation de l'exercice qu'a été ce voyage, mais aussi de cette expérience? Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que vous avez voulu vivre, non pas, là je vais sauter des étapes, mais non pas en essayant de retrouver les traces de votre père et de votre père, c'est aussi des traces familiales, une généalogie. Mais vous, ce qui vous intéressait, c'est dans cette histoire aussi, c'est d'y mettre, vous mettez du cœur, de la chair, de la passion. Oui, oui, c'est à la fois un livre, un récit de filiation, on peut dire, mais c'est aussi une enquête familiale. Il y a un côté Sherlock Holmes qui part essayer de dissiper les mystères familiaux, mais un Sherlock Holmes avec le French flair à la Maigret. Mais de fait, alors, en fait, pour vous dire la chose, j'étais un peu rétif à me lancer dans un récit familial, dans toute cette littérature qui est parfois un peu psychanalysante et qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais au fur et à mesure du voyage, les raisons d'en faire un livre se sont imposées à moi. Et il y a un moment très fort, c'est dans un petit cimetière de l'Essex, devant la tombe d'Arthur et Violette, qui sont non pas des membres de la famille, mais les parrains de mon grand-père, qui étaient des gens très pauvres, c'est le monde des paysans de l'Essex et des dockers. Et ces gens très pauvres, donc on a passé des heures à essayer de trouver la tombe, et on s'est retrouvés, ils étaient tellement pauvres qu'il n'y avait pas de stèle, il n'y avait rien. On s'est trouvé devant un carré de gazon vide. Et je me suis dit que la pauvreté la plus suprême, c'est quand il n'y a personne pour prononcer votre nom avec amour. Voilà, il n'y avait aucune trace de ces gens. Et là, je me suis dit, Charles, tu dois inscrire une trace de toutes ces existences familiales que j'ai déterrées, exhumées, qui étaient souvent des existences très pauvres, des gens qui avaient vécu des vies difficiles. Et voilà, j'ai voulu écrire ce livre pour leur faire un tombeau, pour les enterrer dignement. Donc ça a été une des motivations. Alors reprenons un peu le début de ce livre qu'on va évoquer par touche, parce que ce livre est construit par de multitudes de touches, à la fois qui reprend votre itinéraire. Vous avez beaucoup voyagé dans une voiture, et surtout avec une bande son magique, le fameux album des Beatles, de Magic Mystery Tour, et qui amène aussi beaucoup de fantaisie. On se balade vraiment beaucoup, donc on reste dans l'est de l'Angleterre. Et vous avez comment s'est imposée à vous cette envie, vous nous l'avez évoqué, de partir en Angleterre, le pays de votre père. Mais comment vous avez vécu cette première, parce qu'il y a des phrases très éloquentes sur votre première appréciation ou première impression, puisque votre voyage n'est pas banal, vous avez une intention quand même quelque part. Comment vous percevez le premier choc quand vous sortez du shuttle? D'ailleurs, je me suis dit, en France, on dit plus le shuttle, on dit l'Eurostar, mais au début du tunnel sous la Manche, on disait le shuttle. Quand vous débarquez, que vous prenez le bus pour aller dans l'est de l'Angleterre, quelle est votre première impression? C'est par rapport à la nature. Vous dites qu'en fait, à quelques encablures de la France, eh bien, vous découvrez un pays qui était une zone étrangère totale, très très différente de peut-être celle que vous envisagiez.
Oui, on a l'impression. En fait, c'est particulier l'Angleterre, parce qu'il y a cette proximité géographique qui nous laisse croire que ce sont des êtres proches, alors que moi, l'expérience que j'ai faite, c'est celle d'une bizarrerie de chaque instant. J'ai vraiment l'impression d'aborder un atoll océanien. Tout est étrange. Il conduit à gauche. La façon de pincer le nez quand il parle, tout est curieux dans ce pays. Donc c'est vraiment un dépaysement. Un dépaysement, et j'ai compris, si vous voulez, en fait, à 42 ans, c'est la phrase de Sherlock Holmes, le monde est plein de choses évidentes que personne ne remarque jamais. À 42 ans, j'ai compris que mon père était anglais. Et que la bizarrerie, ce que je trouvais bizarre dans son être et dans sa façon de penser parfois, procédait très largement de la bizarrerie de ce pays. Donc le livre, c'est aussi une enquête sur l'Angleterre. C'est une tentative pour essayer de cerner ce personnage shakespearien qu'est l'Angleterre. On pourrait passer en revue toutes les choses bizarres, mais je pense que la première chose, c'est la langue. Passer de l'anglais au français, c'est pas simplement changer d'idiome, c'est changer de monde. Il y a un grand poète qui est par ailleurs académicien français, mais qui est anglais, qui s'appelle Michael Edwards, qui fait toute une exégèse de l'âme de nos deux pays à partir de la phrase qu'on entend dans nos métros respectifs. À Londres, c'est « mind the gap ». C'est-à-dire que c'est une langue qui colle au réel. Voilà, attention au trou, on va tout de suite à la chose. Voilà, alors que nous, attention à la marche en descendant du train. C'est très joli, c'est un alexandrin, mais on a eu le temps de se casser 4 fois la figure avant. On a une langue qui prend de la distance par rapport à la réalité, qui aime le détour, qui aime la nuance, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par la langue d'abord. Ça ne vous a pas fait bizarre quand même, parce que vous connaissiez ce pays, vous y avez été régulièrement. Vous avez eu l'impression, malgré tous ces étés passés, parce que vous évoquez vos balades en vélo, le fait d'aller courir avec le chien sur la plage, etc. Vous aviez vraiment l'impression de découvrir un autre pays. Vous n'avez pas cette conscience quand même? Mais en fait, c'est surtout quand... Alors le mot est fort, mais en mettant pendant des années un peu la figure de mon père un peu à distance, j'ai rejeté complètement la part britannique. Donc vous mettiez vous-même ces temps de vacances à distance? C'est pas ça, mais je dis que dans le bouquin, il y avait une sorte de guerre de 100 ans intérieure, que la bataille de Waterloo, comme ça, éclatait à l'intérieur de mon être. Et c'est tout un livre aussi pour me réapproprier ce fief anglais, voilà, pour l'intégrer à mon patrimoine intérieur, on peut dire. Alors, vous interrogez beaucoup les racines. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ce livre. Donc, la figure du père, on vient de l'évoquer, mais aussi les racines, la langue, cette culture anglaise qui vient vous frapper et puis vous donner finalement des clés de compréhension de vous-même. Ces racines, justement, vous dites ce pays est ma part manquante, une béance, un trou dans mon identité. Ou encore, je l'ai laissé en jachère malgré mon nom de famille qui me colle à la peau. Qu'est-ce qui se joue quand on est issu de deux cultures comme pour vous? C'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est un mélange d'écartèlement, de tension. Alors moi maintenant, je pense que ça s'apaise un peu. Et en même temps, je pense que avec le temps, je pense que c'est une grâce et une chance pas possible, parce que ça permet d'avoir toujours quelque chose de ne pas coller à ses croyances. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui écarte, qui fait qu'on a toujours un pied dans le camp d'en face. Et puis ça permet aussi au rugby de pouvoir soutenir 2 équipes. Et alors, malgré tout, dans votre enfance, je reviens, j'insiste, l'Angleterre, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'on peut découvrir l'Angleterre de mille et une manières, par la musique, par la culture, par la littérature. Est-ce que c'était quand même... Vous teniez à distance cette culture-là? Oui, je la tenais à distance et puis elle me restait très étrangère, mais il y avait quand même la figure de mes grands-parents dont je suis content d'avoir fait un portrait dans le livre qui m'ont beaucoup marqué. Oui, qui vous ont marqué. Qui sont aussi des parfaites incarnations de l'anglicité. Ma grand-mère qui ressemblait à la reine d'Angleterre physiquement, moralement, à tout point de vue, qui était une femme d'une autre époque, mais une vraie anglaise, qui avait la même coiffure, la même façon de s'habiller que la reine. Et mon grand-père aussi, d'un milieu très pauvre, Eric, mais qui avait une attitude très digne et très noble. Et ce sont des êtres qui m'ont
beaucoup marqué, même si on ne pouvait pas échanger en profondeur, parce que je parle l'anglais avec un accent terrifiant. Vous ne la parlez pas couramment? Non, pas du tout, non. Ouais. Et vous l'apprenez maintenant? Bah oui, on rattrape un peu le temps perdu, mais le mal est fait. Non, parce que la langue est quand même très très importante. Justement, vous parliez de la langue, cette façon de pouvoir s'exprimer, parce que comme vous le disiez, les choses, il y a une façon de dire des choses de façon très directe, beaucoup plus simple. C'est une façon aussi de s'approprier, de s'immerger dans ce pays, dans une culture, quel que soit le pays d'ailleurs. Oui, c'est sûr, la langue, et puis la littérature, la musique. Enfin, bien sûr. Le livre est aussi une plongée dans le monde anglais. Alors, il y a un aspect qui est omniprésent et qu'on est heureux de retrouver dans votre livre, parce que c'est aussi ce qu'on avait découvert avec le chemin des estives, c'est cette omniprésence de la nature. C'est d'ailleurs ça qui vous frappe beaucoup aussi dans ces premiers jours de l'Angleterre. C'est un exercice aussi d'admiration, mais la nature, là-bas, a une signification et surtout une importance dans ce pays qui est finalement très loin de la France. Parlez-nous de cette nature anglaise qui à la fois est très différente, mais surtout qui a un sens profond pour tous les Anglais. Oui, je prétends pas avoir accès à la profondeur de tout ça, mais c'est vrai que la gamme chromatique de l'Angleterre, c'est à la fois le rouge sang impérial, et c'est le vert. Le vert est omniprésent. On peut pas se promener sans voir ce qu'ils appellent des greens. Les greens, il y en a partout, il y a des cimetières partout, les greens, c'est ces grandes étendues d'herbes très coupées où les Anglais vont se promener, jouer au cricket. Et je pense, c'est Harriet l'Angleterre est imbibée par la culture biblique. Et c'est Harriet qui me dit que c'est certainement une réminiscence du jardin perdu. Il y a et c'est pour ça qu'on laisse les Anglais fouler les greens. Voilà, on ne peut pas interdire à quelqu'un de fouler le vert édénique. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. En tout cas, le vert est omniprésent, les cimetières sont omniprésents, la mort est omniprésente. Ouais. Et vous disiez que aussi, là on s'éloigne de la nature, mais justement vous parliez des cimetières, parce que vous avez des moments aussi de prise de conscience importantes, notamment vous êtes sur un banc dans un cimetière, autour d'une église. Vous disiez que vous dites que les Anglais ont le sens des morts. Ça venait rejoindre aussi votre cheminement, votre quête intérieure. Alors bon, je suis parti avec Hamlet aussi. Il y a les Beatles, parce que mon père a appelé notre voyage le Magical Mystery Tour, donc qui est le nom d'un album des Beatles de 1967. Il avait 15 ans quand il est sorti. C'est une succession de tubes. Et l'autre, je suis parti avec Hamlet de Shakespeare. J'avais jamais lu Hamlet. Et c'est vrai que dans Hamlet, les morts sont omniprésents. La plupart des scènes se passent au milieu des cadavres. Il y a des memento mori, on rencontre des fossoyeurs. La mort est très présente. Je pense que les Anglais, dans le moindre village, les tombes sont... Il y a cette fréquentation des morts. Et moi, j'ai voulu faire un livre, de fait, je pense qu'on ne pense pas assez aux morts. J'ai voulu leur donner des petites caresses de mémoire. Je pense que les morts sont les plus pauvres des êtres, qu'ils sont absolument sans défense, et que si on ne pense pas à eux, eh bien, ils disparaissent complètement dans l'oubli. Donc j'ai voulu, moi, vraiment... mais c'est joyeux en même temps de fréquenter les morts. Ah, tout à fait. Dans Hamlet, on rit beaucoup, mais de fait, c'est un exercice de fidélité à la mémoire et d'inscription d'une trace. Je pense que les écrivains, ce sont ceux qui... La matière première de l'écriture, c'est la mémoire, c'est le temps qui passe, c'est le désir d'inscrire une trace, que le néant n'est pas le dernier mot. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de vouloir faire avec ce bouquin, pour ma famille, et j'espère que ça parlera pour toutes les familles. Pour le Corrézien que vous êtes, par ailleurs, cette immersion dans une nature très différente, vous qui vous retirez très souvent en pleine nature, comment c'est vécu? Est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre une espèce de confrontation ou de deux mondes très très différents? Parce que c'est quand même une nature à la fois très libre,
mais aussi très ordonné. Vous avez des pages, et en tout cas des phrases très intéressantes sur la différence de jardin ou de la conception de la nature entre la France et l'Angleterre. Oui, mais alors oui, le jardin anglais, de fait, c'est mon père qui m'initie au mystère du jardin anglais. C'est une nature qui est faussement libre, en fait, qui est très domestiquée. Mais en fait, le jardin anglais, on pourrait aussi faire l'exégèse de nos deux pays en comparant les formes des jardins. Le jardin anglais, c'est une réaction au jardin à la française. Les Anglais supportent pas ce jardin versaillais où tout est coupé au cordeau, où la nature est complètement, où on taille et on uniformise tout. Et donc le jardin anglais, c'est le symbole de la liberté anglaise. Voilà, la nature, faut la laisser méandrer, faut la laisser respirer. Donc oui, il y a ces deux oppositions. Et ça ne vous a pas... J'essaie d'aller vous chercher un petit peu parce que ça m'intéresse comment vous avez pu... ça vous a surpris, ça vous a réconforté, ça vous a ouvert des horizons sur cette... parce que vous vivez dans un... Vous êtes très proche vous-même de la nature. Alors en cela peut-être, êtes-vous peut-être plus anglais que vous ne le pensiez ? Oui, bon, je sais pas, la nature où je vis est de fait très sauvage, c'est un désert ardéchois, ça n'a rien à voir. Mais certainement que je suis plus anglais, hélas, que ce que je pensais. Hélas. Oui, ben voilà, j'ai découvert que certainement qu'il y avait un réel ancrage, mais il y avait des choses suspectes qui auraient dû me mettre sur la piste, comme mon amour de Hugh Grant, de Lady Di, des choses comme ça, et de la moutarde Coleman's, pour ceux qui connaissent, et même de la marmite, qui est un truc... Et que vous appréciez ? Oui, c'est pas mauvais, il faut se forcer un peu. Vous avez un observateur. Oui, oui, c'est ça. Vous parliez de la littérature tout à l'heure. Alors évidemment, elle est omniprésente dans cet ouvrage. C'est aussi l'autre lieu de l'expression de l'âme anglaise, la littérature. Vous n'hésitez pas à convoquer de Chaucer à Jane Austen, de Thomas More à tant d'autres, Swinburne, Wordsworth et tant d'autres encore. Est-ce que l'imaginaire anglais, j'aimerais aller sur ce terrain-là, l'imaginaire anglais qui est fait à la fois d'études de mœurs et de caractère, on pense à Jane Austen par exemple, et tant d'autres. Et puis le domaine aussi de la fantaisie, de la féerie même, on reprend notamment Tolkien, qui est un des grands maîtres. Quelle est la différence de la littérature anglaise par rapport à la littérature française, qui est beaucoup plus peut-être pas cérébrale, mais en tous les cas cartésienne. En quoi ça vous inspire ? Est-ce que vous avez eu du plaisir à retrouver lors de ce voyage, notamment en découvrant Hamlet de Shakespeare, de goûter ça ? Oui, moi je serais bien incapable de faire un cours de comparé de littérature française. Non, mais même, c'est pas ça que je vous demande. Non, mais ce qui est sûr, c'est que oui, moi j'ai aimé tout découvrir parce que j'ignorais à peu près tout, mais j'ai été frappé par deux choses. C'est qu'à la fois les Anglais sont des gens qui aiment la réalité, qui ont vraiment cette espèce, c'est le pays qui a inventé l'empirisme, il y a ce goût du réel. Et en même temps, c'est des gens qui s'évadent dans des fantasmagories et qui créent des mondes imaginaires. Et avec cette conception d'une mystique, qui serait, voilà, il suffit d'ouvrir une porte, de passer un jardin pour trouver l'enchantement, pour trouver J'aime beaucoup ça, parce que c'est un appel à convertir son regard. Le mystère, la féerie, l'enchantement est juste à côté. Il suffit de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est très présent à la fois dans les contes et dans la littérature. C'est ce que dit votre cousine sur la fin de l'ouvrage. Elle vous dit, je pense que c'est votre cousine, l'imagination est encore une façon de connaître le réel, d'en révéler les profondeurs cachées. Exactement, c'est ce que dit Harriet. Oui. À Oxford, oui. Qui a été un haut lieu de votre voyage, un point où il y a une espèce de richesse intense qui s'exprime, temple du savoir, de la connaissance, mais aussi de cette liberté très anglaise, de cette curiosité. Oui, ça a été un moment fort, surtout qu'on mangeait un fish and chips au bord de la rivière, c'est ça qui nous a... Mais oui, c'est une ville absolument extraordinaire, avec une concentration de féerie architecturale, et en même temps c'est une ville
médiéval et archi-connecté, très hyper moderne. Et puis il y a ces étudiants qui sont habillés comme dans Harry Potter. Enfin, c'est extraordinaire, oui. Et donc on a eu une conversation de mémoire à Oxford sur justement qu'est-ce que c'est que l'anglicité. Oui, tout à fait. Alors justement, l'anglicité, qu'est-ce que c'est exactement alors, l'anglicité ? Il faudrait demander aux Anglais qui sont présents. Je ne sais pas, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai noté ce que la France n'est pas. Mais alors après ça. Oui, alors bon, je parlais tout à l'heure de la langue qui induit un rapport au réel très particulier. Il y a certainement le goût de la réalité, cette façon de... Il y a un humour qui est très particulier. Il y a, je crois, le goût des polarités, des paradoxes. Il y a l'insularité. Les Anglais sont... L'Angleterre est une île, chaque maison est une île et chaque Anglais est une île. Il y a cette espèce d'insularité excentrique. Il y a le goût de la liberté, à mon avis. La détestation des théories, des spéculations, des abstractions, toujours le retour au réel. Il y a beaucoup de choses. Alors justement, on en vient à cette soi-disant, mais peut-être allez-vous nous détromper ou me détromper, soi-disant rivalité. Est-ce que la France et l'Angleterre sont finalement ces fameux frères ennemis, ou les deux côtés d'une même pièce, pile ou face? Comment ça s'articule, nos deux pays? Écoutez, c'est un rapport, à mon avis, d'admiration, de rivalité, et je pense qu'on s'est construit complètement en opposition, en miroir, et qu'on se déteste et on s'aime en même temps. Et c'est tout le drame des Franco-Anglais que de vivre ça une fois encore dans leur trip, quoi. C'est ce que vous ressentez? Oui, c'est compliqué, mais bon, en même temps c'est sympathique. C'est un écartèlement qui est source de fécondité. Est-ce que, en lisant votre livre, je me disais, est-ce que finalement, ce qui différencie aussi ne différencierait pas ces deux pays, c'est que les Anglais, quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas gardé une âme d'enfant? C'est possible, oui, c'est possible qu'il y ait c'est possible. Peut-être. Mon père, en tout cas, certainement. Mais par l'humour, notamment, un énorme humour. Il y a une tradition de l'humour qui est très importante. C'est un humour un peu noir, c'est un humour... mais bien sûr, on se marre bien, c'est les Monty Python. Et ce que j'aime bien, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, moi, c'est que je pense que la quête des origines peut être joyeuse. J'ai pas voulu faire une littérature de ressentiment, de rancœur. Je pense que les Anglais sont très forts pour ça, pour mêler les registres, le grave et l'enjoué, la mélancolie et la gaieté. Dans Hamlet, il y a des dégagements incroyables métaphysiques au milieu de choses absolument obscènes. Et j'aime cette intrication. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans le livre. Et vous appuyez là-dessus sur Julienne de Norwich, dont vous dites qui vit à une époque terrible où il y a la peste, et qui dit que finalement tout ira bien. All shall be well. Ouais. Mais alors là, c'est encore un peu autre chose. C'est plus l'espérance chrétienne de la mystique qui vit à une époque où il y a la peste, où il y a des épidémies partout, et qui proclame à la face de ses contemporains, pas d'inquiétude, à la fin des fins, tout finira bien. Et oui, c'est une parole de priante. Oui, mais une anglaise. Mais une anglaise. Et c'est le premier livre, le livre des révélations, le premier livre écrit en anglais par une femme. Alors, après, il y en aurait eu tant d'autres. La postérité féminine en littérature anglaise est très importante. Comment vous expliquez ça, d'ailleurs, justement? C'est peut-être ce vent de liberté. Beaucoup de femmes, George Eliot était une femme, a dû prendre un nom d'homme pour pouvoir être publié. Les sœurs Brontë, bien sûr, et tant d'autres. Comment se fait-il que autant de femmes, d'auteurs anglais, d'autrices anglaises, comme on dit aujourd'hui, ont été si précoces dans la littérature mondiale? Alors là, Non, mais quel est votre sentiment par rapport à ce pays que vous découvrez? Je sais pas, c'est toujours cet appel, je pense peut-être à l'imagination. C'est parfois des femmes qui vivaient dans des milieux un peu clos. Je pense à Jane Austen qui vivait dans la petite paroisse de son révérend père, et peut-être que la littérature était une façon de respirer intérieurement,
de se libérer aussi de certains carcans conventionnels, parce que l'Angleterre est aussi un pays de tradition parfois un peu étouffante. Mais j'avoue que je ne peux pas vous en dire plus. Vous dites à un moment donné que Jane Austen, en fait, finalement, a pu voir le monde à travers juste son petit bout de jardin, son petit village. Cette dimension, cette capacité à pouvoir embrasser finalement le côté un peu universel de la vie, mais en restant campé, ou en tous les cas, comment dire, j'allais dire même dans cet enclos qui est cette terre qui produit en fait et qui rassure en fait. En tout cas, ça c'est quelque chose, à mon avis, de très anglais, c'est le goût des petites choses. Dans la littérature anglaise a sa scène du coucher proustien, c'est Portrait of a Lady de Thomas Hardy, et c'est 15 pages qui racontent le rituel du thé. Les Anglais aiment les petites choses, ils aiment, et c'est d'ailleurs tout, à mon avis, un enseignement de grande richesse, ils aiment les plaisirs de la vie quotidienne. Sur l'épitaphe de mes grands-parents anglais, c'était pas des grandes phrases philosophiques, c'était pour Eric, a great cricketer, un grand joueur de cricket, et ma grand-mère, une great cook. Alors ça peut sembler un peu prosaïque, mais je pense que les Anglais ont ce goût de la prose, de la vie familière, qui est des petites choses, qui est pas si mal que ça. Alors vous évoquez aussi la foi, parce que ça, je pense que nombre de lecteurs attendaient aussi de vous cette part dans votre livre. Alors elle n'est pas le sujet du livre, mais en revanche, on y décèle quand même cette référence et cette découverte que vous faites de ce pays qui est très ancré dans la Bible, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi, moi j'ai trouvé dans cette capacité, ce don pour la contemplation, notamment de la nature, de ces petites choses de la vie, et qui sont une forme aussi de spiritualité. Je trouve en fait, en tout cas, qui amène à reconsidérer les choses, à faire ce temps de faire pause. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment-là Je suis toujours d'accord avec vous. Non, charmeur. Alors oui, ça dépend ce qu'on appelle spiritualité. C'est sûr que dans mon livre, il n'y a pas de neuvaine à Sainte Rita, mais comme honorer son père et sa mère. C'est quand même donner une sépulture aux morts, méditer sur le mystère de l'incarnation, sur voilà, c'est des choses qui ne sont pas étrangères quand même, je pense, de façon peut-être moins évidente et moins explicite, mais à la spiritualité, y compris chrétienne. Voilà, et puis je crois qu'aussi le point commun avec les estives, c'est peut-être une quête des fondements. J'ai réfléchi un peu. Je crois que je suis parti pour essayer de voir qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui tient en fait dans une existence, sur quoi on peut construire. Ce qui dure et ce qui donne l'illusion de durer, c'était les Bernanos quand il avait été nommé à l'Académie française. Et je crois que voilà, donc moi j'ai découvert que dans cette famille anglaise, il y a beaucoup de choses inconsistantes, il y a beaucoup de choses qui flottent, qui sont incertaines. La généalogie est très très flottante, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup voilà. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui est solide? Sur quoi on peut construire une vie? Je pense que c'était un peu la même question avec laquelle j'ai traversé le Massif central. Au final, ce livre, est-ce que c'est pas une immense, c'en est une immense déclaration d'amour, doublement déclaration d'amour. À qui? Vous allez nous le dire. Si, un peu, à mon père un peu, mais c'est très embarrassant. Mais c'était difficile de ne pas dire double. Oui, déjà une, et la deuxième? Vous avez le sésame anglais. À l'Angleterre? Ouais. Oui, mais en fait, il y avait un double défi dans ce livre. Le premier, c'était de faire aimer mon père, mais ça, c'est très facile. Et le deuxième, c'était de faire aimer l'Angleterre. Ça, c'était un peu plus difficile, mais j'espère que j'ai un peu réussi. L'attachement que vous avez pour ce pays aujourd'hui, il est franc, massif. Vous n'avez plus de doute? Oui, je crois que j'ai découvert un ancrage. Il y a une chanson des Beatles qui s'appelle There's a Place. Et je pense que voilà, l'Angleterre est quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire un arrière-pays un peu imaginaire qui existe et qui n'existe pas à la fois, parce que mon Angleterre est certainement un peu fantasmée. Mais oui, c'est un ancrage, c'est sûr. Et je découvre à quel point il est très partagé. Il y a un soft power anglais incroyable. Les gens sont alors je ne sais pas si c'est les séries, si c'est les films, si c'est la littérature peut-être, mais c'est quelque chose qui est très partagé.
Est-ce que c'est pas parce que c'est un miroir que l'Angleterre nous tend? Peut-être, oui.